C'est parti depuis hier pour les Jeux de la francophonie, une ouverture grandiose, riche en couleurs et en sonorités, en présence de nombreuses personnalités. Le président du Faso était représenté par son premier ministre, M. Luc Adolphe Tiao. Côté compétition, les choses ont démarré avec les artistes plasticiens. Dans cette catégorie, 2 Burkinabés sont en lice. Le point avec nos envoyés spéciaux dans ce journal, Jérôme Tiendrebego et Évariste Kombari. Le passeport CEDEAO est mis en circulation depuis le 21 août dernier. Il va remplacer progressivement le passeport national. C'est une décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour renforcer l'intégration en Afrique de l'Ouest. Et puis dans ce journal, nous vous proposons également un focus sur l'arrondissement 9 de Ouagadougou, la plus grande circonscription dans le nouveau découpage de la commune de Ouagadougou. Il regroupe de nombreux villages qui ont intégré des secteurs. 2 invités dans cette édition, El Hadj Amadou Dabo qui a pris part au conclave du comité de suivi et d'évaluation des réformes politiques et qui nous parlera des conclusions et des recommandations, mais aussi de l'ambiance du travail qui a prévalu dans cette instance. Nous aurons également sur ce plateau le nouveau secrétaire exécutif de SILS, le docteur Djimé Adoum, qui nous parlera de sa vision stratégique pour le SILS. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce grand journal de fin de semaine. Tout d'abord, la place Masséna à Nice, Côte d'Azur, a drainé du monde hier samedi à l'ouverture des 7e Jeux de la francophonie. Au nombre des invités de marque, le Premier ministre Béon Luc Adolphe Tiao qui représentait le président du Faso à cette cérémonie, non sans avoir auparavant encouragé les concurrents burkinabés à ce grand rendez-vous culturel et sportif qu'est la francophonie. Nos envoyés spéciaux Yacouba Gaminé et Jérôme Tiendrebego. En accueillant les Jeux de la francophonie pour la 2e fois sur son sol, la France a voulu faire de la 7e édition un rendez-vous sans précédent. Plus de 2500 sportifs et artistes venus de 54 pays ont défilé sous le regard de hautes personnalités du monde francophone pour donner un avant-goût de ce que seront les expressions culturelles, artistiques et sportives. Avec la francophonie pour citoyenneté et la langue française pour lien du cœur, vous avez fait le choix de délivrer à la jeunesse de tous les continents le message le plus fort, le plus constructif, le plus optimiste qui soit. Le Burkina Faso, pour sa 7e participation, est inscrit dans 7 concours artistiques et 4 disciplines sportives. Venu représenter le président du Faso à la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Béon Luc Adolphe Tiao a tenu à rencontrer d'abord les candidats à la résidence Saint-Antoine où ils ont élu domicile. En 6 participations, le Burkina Faso totalise 22 médailles, toutes disciplines confondues. Nice 2013 est une opportunité pour accroître ce capital et le message du Premier ministre est sans équivoque. Transmettre les salutations, les encouragements de son Excellence, le président Blaise Compaoré, comme vous le savez, n'a jamais ménagé ses efforts pour soutenir le monde sportif et le monde des artistes. C'est aussi leur dire par ma présence que tout le Burkina Faso soutient tous les participants à ce jeu de la francophonie, qu'ils soient des sportifs ou qu'ils soient des artistes. Après les artistes hier samedi, c'est aujourd'hui dimanche que les sportifs burkinabés entrent en compétition. Dans le volet art, ce sont les artistes plasticiens qui sont entrés en compétition. Une 60aine d'œuvres plastiques figurent donc au vernissage. Parmi les œuvres en compétition, 2 œuvres burkinabées, signées donc d'artistes burkinabés. Nos envoyés spéciaux à Nice, Yacouba Gaminé et Jérôme et Évariste Kombari. Au 7e jeu de la francophonie de Nice, l'honneur est revenu aux arts plastiques d'ouvrir le bal des activités culturelles. À l'Acropolis, où s'est déroulé le vernissage des œuvres plastiques, notamment de la photographie et de la peinture, officiels et amateurs du beau ont pu apprécier une 60aine d'œuvres. Hippolyte Sama est le porte-drapeau de la photographie burkinabé à Nice. Le jeune photographe qui a immortalisé la danse ne perd pas espoir. Je trouve que cette année, le niveau est vraiment élevé, mais je m'attendais à vraiment avoir un truc vraiment, un niveau élevé. Mais il n'y a pas de problème pour l'instant, tout va bien.
Le peintre burkinabé, lui, a choisi de s'inspirer du derby Barça-Real de Madrid pour nourrir sa création. En tant qu'artiste ici, quand j'ai vu les jeux, je suis très content puisque j'ai vu pas mal de têtes que j'ai croisées à la Biennale de Dakar au Sénégal. Donc voilà, je crois que ça va être costaud, mais j'espère. Environ 2500 sportifs et artistes sont présents à Nice. Pour certains d'entre eux, les Jeux de la francophonie sont une belle opportunité pour faire la promotion des artistes francophones. Parce que chez nous, d'abord en Afrique, la plastique n'est pas aussi connue autant en Europe et tout. Donc je pense que c'est assez lieu de rendez-vous, de promotion, d'accord, de notre art. Et puis voilà, moi je pense que c'est une très belle initiative de la francophonie et surtout pour la jeunesse artistique. À l'occasion des Jeux de la francophonie, Nice, la belle ensoleillée, s'est faite encore plus nice pour accueillir ses invités. Un anglicisme qui ne devra pas faire rougir les francophones. À Ouagadougou, les étalons ont donné un plaisir fou à leurs supporters en battant par 1-0 la formation du Gabon. Le 11 continue donc sa course fantastique pour le Brésil. Réaction après match dans ce reportage que nous propose Dabakini. Après la CAN, j'ai toujours dit le plus difficile dans le football, c'est confirmer. Mais si tu vois le parcours qu'on a fait, on a joué 6 matchs. On a gagné 5 matchs avec 4 matchs à l'extérieur. Ça veut dire que tu es une grande équipe. Je pense aujourd'hui, dommage pour le public, mais si on a marqué encore 3-4 buts, c'était pas beaucoup. Je pense qu'on a bien joué, on a géré le match et je dois féliciter surtout mes joueurs parce qu'ils sont vraiment joués, vraiment disciplinés. Et on a fait un résultat énormément pour... on a écrit, à mon avis, la deuxième fois histoire dans le Burkina. Un match difficile, contre une équipe difficile, contre une équipe qui est 100% motivée, contre une équipe que j'ai créée. Peut-être j'ai créé un monstre, et aujourd'hui cet monstre mange tout le monde. Et ça veut dire que le travail de faire avant, c'est bien fait. Ça veut dire que l'équipe continue à gagner. Félicitations au coach aussi. Mais je pense que dans le premier mi-temps, s'il y a une équipe qui veut sortir pour jusqu'à gagner, cette équipe s'appelle Gabon. Et on a perdu le terrain, on a perdu la proximité du bout de Burkina. Et quand on perd la proximité du bout de Burkina, ça est trop difficile de faire le but. Partir de 0 point pour coiffer tout le monde au poteau à l'arrivée. Bravo d'abord aux joueurs. Je disais qu'au football, la vérité, ça se trouve sur le terrain, ça se joue sur le terrain, c'est au coup des sifflets final. Et c'est vrai, les Nigériens, ils ont respecté vraiment l'esprit du jeu, c'est tout à leur honneur, parce qu'ils n'avaient rien à gagner dans la compétition, mais ils ont joué crânement. Et nous, il fallait que nous on joue. Pour moi, ce n'était pas aussi évident que cela, parce que chaque équipe joue pour ses propres couleurs. Les Gabonais se sont battus, parce que eux aussi, même en cas de victoire, parce qu'il leur aurait fallu gagner largement pour espérer se qualifier. Mais même menés 1-0, ils ont joué le jeu, ils ont continué à se ruer à l'attaque. C'est dire donc que c'était véritablement le football qui a été joué sur les deux terrains. Nous devons remercier Dieu, parce que après effectivement ces résultats, et je pense que personne n'y croyait. Et aujourd'hui, je pense que les étalons ont prouvé encore une fois qu'ils sont vraiment les vice-champions. Vous avez vu, après la CAN, nous sommes venus avec 0 point. Je dois vraiment féliciter les joueurs et les supporters, aussi la Fédération burkinabé de football. Et je pense que les jeunes ont travaillé pour faire plaisir au peuple burkinabé, au président du Faso. Si t'as Sangaré, on va tout faire. Page politique à présent, l'ADF-RDA invite tous les acteurs à être plus tolérants pour construire ensemble le pays. Cet appel a été lancé à Goursi dans le Zandouma où l'éléphant et ses élus se sont retrouvés pour leur deuxième journée parlementaire. Cette rencontre était consacrée à la réflexion sur le rôle et la responsabilité des acteurs politiques et sociaux et surtout des citoyens dans la prévention des troubles et la consolidation de la cohésion sociale. Notre reportage est signé ici de Anna-Lucie Kéré. Pendant 2 jours, les députés du groupe parlementaire de l'ADF-RDA,
l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, et les cadres du parti se sont penchés sur le thème suivant: rôle et responsabilité des décideurs, des acteurs politiques et sociaux et des citoyens dans la prévention des troubles et la consolidation de la cohésion nationale. Des militants de l'ADF-RDA, ceux du Zondoman notamment, ont également pris part à cette deuxième journée parlementaire de l'année 2013. Il est de notre devoir de travailler à faire comprendre aux gens, à nos militants et aux autres aussi, qu'on peut vivre ensemble. Chacun, dans ses postulats, dit qu'il veut le développement du pays, il veut la construction du pays. Et pour cela, il faut la paix, il faut le calme. S'il n'y a pas ça, comment on peut construire le pays? Le porte-parole des représentants d'autres groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'Union pour le changement et l'ADJ, Athénas Démocratie et Justice, et les différents intervenants ont tous salué le choix du thème de ces journées de réflexion. Un thème qui est assez évocateur et pertinent. À chaque fois, il faut s'asseoir pour discuter. Et là, on trouverait en fait une issue de sortie. Et je crois, en étant assis côte à côte, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Les participants à l'issue de leurs échanges ont pris des résolutions et recommandations à l'endroit des citoyens pour qu'ils soient plus tolérants, des acteurs politiques pour qu'ils privilégient les cadres républicains de la résolution des conflits et des décideurs pour qu'ils accordent la priorité à l'écoute et à la résolution des problèmes sociaux. Si nous voulons que les principes de justice, de progrès et d'unité qui figurent au fronton de notre République puissent véritablement être porteurs de paix sociale durable, de développement solidaire durable pour tous les Burkinabés, il va falloir que plus que jamais, les hommes et les femmes de notre pays, sans exclusive, se donnent la main et se laissent habiter par la sagesse et se laissent guider par elle, parce que nous savons que la sagesse est mère de sûreté. Le député maire de Waïgouya et président de l'ADF-RDA a invité les élus nationaux de son groupe parlementaire à poursuivre les réflexions, car qu'on se réclame de la mouvance, de l'opposition ou de la société civile, chacun a sa part de responsabilité dans la consolidation de la paix dans ce pays. Et puisque les travaux de ces journées parlementaires s'achevaient à 3 heures environ du début du match opposant les joueurs burkinabés aux Gabonais, Gilbert Noël Ouedraogo a souhaité que les étalons puissent donner une victoire au peuple burkinabé et surtout une qualification historique pour la Coupe du Monde. Nous retrouvons à présent notre premier invité, M. Amadou Dabo, vice-président du comité de suivi et d'évaluation des réformes politiques et président du conseil des régions de l'UNDD. Donc, vous avez pris part activement au conclave de ce comité-là. Dites-nous d'abord quelle est l'ambiance qui a prévalu au sein du comité. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de dire aux téléspectateurs ce qui s'est passé au niveau du comité de suivi, d'évaluation, de mise en œuvre des réformes politiques consensuelles arrêtées au niveau de CCRP en 2011. Suite donc au communiqué présidentiel invitant le Premier ministre et le ministre d'État chargé des réformes politiques, le comité de suivi a été convoqué le 16 août 2013 afin de faire un rapport d'étape circoncis assorti de propositions permettant la mise en place de Sénat. Ce comité a été donc convoqué le 16. Quand nous sommes arrivés, le Premier ministre est venu lui-même nous encourager tout en attirant notre attention sur les points suivants, à savoir que la mise en place du Sénat rencontre des difficultés et le président souhaite que nous revoyions le coût, par exemple, du Sénat. Les modalités de mise en place de ce Sénat, ainsi que d'autres éléments que la société trouve qu'il fallait trouver des solutions. C'est ainsi donc que nous nous sommes organisés en créant tout de suite au sein de notre comité de suivi, qui est composé de 30 membres, 12 personnes, pour recevoir l'ensemble des propositions des composantes
De nouvelles propositions? De nouvelles propositions pour établir notre rapport. Je dois rappeler que le comité de suivi est composé de 6 à 5 composantes. Au départ, c'était 5, mais au finish, nous sommes aujourd'hui 6 composantes. Toutes ces composantes étaient présentes à la salle. Le président du comité donc a passé la parole à sa composante pour savoir ce qu'il pensait du consensus obtenu depuis le CCRP. En tout cas, aucune des composantes n'a remis en cause quant à la nécessité de la création de Sénat. L'idée de supprimer même le Sénat ne vous a pas effleuré? Personne, aucune de composante. Parce que nous avons fait un tour de table. Sa composante s'est exprimée. Il y en a, par exemple, qui ont émis des réserves en ce qui concerne la loi organique, la loi numéro 18, qui a été votée d'ailleurs, qui a amené d'autres composantes à se retourner contre cette loi-là. Autrement dit, le principe, la création du Sénat n'a pas été, en tout cas, refusé par qui que ce soit. D'accord. Vous proposez 71 sénateurs, l'âge ramené à 35 ans, une plus grande ouverture dans les critères d'éligibilité, des propositions pour une meilleure coloration de la première législature du Sénat. Pensez-vous avoir pris vraiment en compte les préoccupations des populations ou des critiques des anti-Sénats? Non, nous pensons que oui. Parce que d'abord, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que nous lisons dans les journaux? C'est l'inutilité du Sénat. C'est le coût, c'est budgétivore, etc., etc. Et puis, le fait que le Sénat ne doit pas être quelque chose de parti politique, de la majorité seulement. Donc, de ce fait, nous avons donc dit, nous avons reçu plusieurs propositions, à savoir de 65 à 83. Donc, 65, 51, 77, 71 et 83. De nos discussions, toutes les décisions prises au niveau du comité, c'est par consensus. Nous sommes arrivés à ces chiffres de 71. Donc, nous pensons qu'en diminuant le nombre, automatiquement, le coût va en tout cas baisser. 3 sénateurs par province, vous avez revu ce nombre à 2. Que faire donc des sénateurs qui sont déjà élus? Bon, ça, c'est une question que le rapport même, le rapport dit que le Sénat ne peut être mis en place que dans son nouveau format. Or, si vous rentrez vous fouillez notre rapport, vous verrez qu'il y a des éléments qui font que les 3 sénateurs ne peuvent pas être maintenus. Dans la mesure où, actuellement, au niveau des collectivités territoriales, nous avons proposé qu'il y ait seulement deux sénateurs. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que la candidature était ouverte seulement aux conseillers municipaux. Et maintenant, nous avons dit qu'il faut ouvrir ça. Même à l'intérieur des formations politiques, si vous n'êtes pas conseiller municipal, vous ne pouvez pas être candidat. Mais aujourd'hui, nous souhaitons que ça ne soit pas comme ça, qu'on permet à tous citoyens. Mais il faut que les citoyens soient de la région, avoir des intérêts, en tout cas, socio-économiques certains dans la région, même si vous n'êtes pas conseiller, mais il faut être proposé par une formation politique. Il va falloir reprendre alors les élections sénatoriales? Bon, cela, il va de soi. Étant entendu qu'il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est que le nombre est réduit à 2. Nouveau élément encore, c'est que vous, Thiombiano, si vous n'êtes pas conseiller, mais si vous voulez être candidat, vous pouvez être, mais à condition que votre parti vous propose. Les opposants au Sénat avaient un autre argument. Ils soupçonnaient le pouvoir de vouloir passer par les moyens du Sénat pour modifier l'article 37. Est-ce que vous avez pris en compte cette préoccupation? Nous avons rappelé dans nos recommandations, simplement, nous avons rappelé à l'intention de l'opinion publique que le problème de disposition, de la limitation de mandat prévue à l'article 37 a fait l'objet de discussions et de débats au sein du CCRP et des assises nationales.
nous ne sommes pas arrivés à un consensus. Donc pour nous aujourd'hui, penser que la mise en place du Sénat a pour but de modifier l'article 37, nous ne pensons pas que c'est juste. Donc c'est un débat pour nous clos au niveau des CCRP ou du comité de suivi, parce que ce n'est pas un point consensuel. Or, actuellement, le président s'est engagé à mettre en œuvre les points consensuels. Alors, vous aviez le souci d'assurer au Sénat une certaine coloration plurielle côté politique. Comment vous allez faire? Si on va passer par les élections, le CDP risque d'imposer sa majorité. C'est juste ce que vous dites. Si nous faisons le point, le CDP sur près de 18 000 conseillers municipaux, le CDP seul à près de 12 000. C'est pour ça, le comité de suivi, dans nos assises, nous avons préconisé qu'il y a des mesures transitoires pour la première législature, ce qui permettra aux autres formations politiques qui le désirent de prendre part à ce Sénat. Parce que les gens ont beaucoup critiqué aussi. Sur les 39 conseillers qui ont été élus, le CDP en a pris 36. Cela, ça devient une affaire donc, de parti majoritaire. C'est comme si le Sénat était créé encore pour le CDP. Au sein du comité de suivi des réformes politiques, le consensus s'est brisé à un certain moment. On a vu les positions de l'Église catholique et évangélique. On a vu également le vote négatif de l'ADF-RDA contre la loi organique sur le Sénat. Peut-on dire qu'à l'issue de cette rencontre, donc, le consensus soit revenu? Et merci de cette question. Je vous ai dit au début de notre entretien que lorsque nous avons repris les travaux, nous avons fait un tour de table. Et ces deux composantes, d'abord l'ADF-RDA, nous le considérons comme de l'opposition. Ils sont venus en délégation avec la majorité. Ils étaient 4 qui représentaient la majorité. Ils se sont concertés. Pourquoi vous le considérez comme de l'opposition? Non, ils n'ont pas de l'opposition, de la majorité, j'ai dit. Oui. Parti majoritaire, ils sont venus en délégation de la majorité. Donc, ils se sont concertés et à aucun moment, ils se sont opposés de consensus que nous avons obtenu. Je devais signaler même que le représentant de l'ADF-RDA, qui est Mathieu Nien, a beaucoup contribué au sein de notre comité. Quant à l'Église catholique, c'est la même chose. Les représentants, ils étaient là, ils ont pris la parole, ils ont réaffirmé qu'à aucun moment l'Église ne remet en cause la création du Sénat. Par contre, ils avaient remis des réserves en disant que la loi organique, que d'ailleurs nous avons demandé à ce que cette loi-là soit revue, c'est ça qui posait problème. Et ils n'entendaient pas éteindre leur consensus à cette loi organique qui a été, en tout cas, fondée sans leur avis. Une dernière question, comment vous voyez la suite du processus? Bon, la suite du processus, ça, nous pouvons que tous nous retourner vers le président de FASO. Parce que nous, en tant que comité de suivi, on nous a demandé un rapport, nous l'avons fait. Bon, nous sommes heureux de constater que hier, il a fait un communiqué en félicitant le comité, le travail est abattu. Donc nous pensons que la balle est dans son camp. Sinon, nous ne pouvons pas vous dire comment cela va se passer. Vous avez préconisé aussi des mesures fortes au niveau social. Merci. Quel est le rapport avec le Sénat? Si, parce que les gens trouvent que le Sénat est inutile, les gens sont pauvres, la vie est chère. L'une de nos recommandations, d'abord, que le président déjà a donné des instructions lors du dernier Conseil des ministres, c'est notre recommandation. À savoir que, en tout cas, je crois que le Conseil des ministres prochain, il y aura des mesures qui seront prises en faveur des travailleurs, ainsi que toutes les couches sociales de notre pays. Merci bien, monsieur
Dabo pour ses éclairages. Suite de ce journal, après la visite du campus de Ouagadougou, Moussa Ouattara met le cap au centre-ouest et à l'ouest du Burkina pour voir l'évolution des chantiers, des grands chantiers des universités de Koudougou et de Bobo-Dioulasso. À l'université de Bobo-Dioulasso, le gouvernement a financé la construction de cités universitaires, la construction de 2 pavillons de 2500 places chacun et puis de 2 amphithéâtres de 500 places à l'INSA, c'est-à-dire l'Institut des sciences de la santé, sans oublier la réfection du restaurant universitaire. Voyons les images de tous ces chantiers avec Karim Sissé. À seulement 6 mois de travaux, voici ce à quoi ressemble la future cité universitaire de Bobo-Dioulasso. Les 2 pavillons d'hébergement, le bâtiment de l'administration, le restaurant, l'infirmerie, le centre multimédia et la maison des hôtes, bref, tous les compartiments du chantier ont démarré. Et de l'avis du responsable de l'entreprise en charge de la construction, le taux d'exécution des travaux avoisine les 40%. Le taux d'avancement à la date de 31 août, c'était 38,8%. Mais à la date d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a dépassé les 40% de taux d'exécution. Toutes les ouvertures de chantier. On a la commande des carreaux qui est déjà lancée, les appareils sanitaires sont là. Tous ces commandes, ils ne sont pas pris dans le taux d'exécution. Parce que tant que les appareils ne sont pas mis en place, on ne peut pas prendre ça dans le taux d'exécution de chantier. Le travail déjà abattu sur le terrain a convaincu plus d'un. Le degré d'avancement, sincèrement, je suis satisfait de ça. J'ai encouragé l'entreprise pour qu'elle continue à augmenter un peu son effectif toujours des travailleurs, de telle sorte que nous puissions gagner du temps. Il faut gagner du temps parce que nous sommes soucieux, le gouvernement est soucieux des conditions d'hébergement et d'études des étudiants. À l'Institut des sciences de la santé, Moussa Ouattara et la délégation qui l'a accompagné ont pu constater de visu le travail effectué. Les 2 pavillons de 2500 places chacun sont au stade de finition. La délégation a aussi visité, entre autres, l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, la cité universitaire de Kolsama, le site de la 2e université de Bobo et la station expérimentale de l'Institut de développement rural à un jet de pierre de Bama. La mission gouvernementale devait regarder l'ensemble de toutes les infrastructures qui sont en construction dans l'objet de booster un peu la rapidité des chantiers tout en respectant effectivement la forme, j'allais dire, des rigueurs scientifiques, donc ingénieurs et de contrôle. En tout cas, pour le moment, je suis vraiment satisfait donc, de l'état d'avancement. Si tous les chantiers se poursuivent selon le rythme actuel, les problèmes d'insuffisance d'amphithéâtre dont est confrontée l'Université polytechnique de Bobo devraient être résolus. En tout cas, c'est l'un des vœux le plus cher du ministre des enseignements secondaires et supérieurs. Avant d'arriver à Bobo-Dioulasso, le professeur Moussa Ouattara était d'abord à Koudougou, dans le centre-ouest. Là, le ministre des enseignements secondaires et supérieurs veut les infrastructures disponibles d'ici la rentrée prochaine. Des instructions ont été données dans ce sens. Le reportage de Maxime Zongo. C'est au pas de charge que le ministre des enseignements secondaires et supérieurs a visité l'université de Koudougou. Le chantier en cours et touché du doigt les réalités sur le campus, voilà ce qui a motivé cette tournée. Première étape, les cités en réfection. La visite a révélé quand même qu'il y a eu quelques insuffisances qui a été dans l'élaboration rapide du dossier, notamment un oubli en tout cas à prendre en charge totalement les espaces toilettes. Donc nous avons donné des instructions sur place pour que cela soit rectifié. Au niveau du pavillon de 2500 places en construction, il ressort que le chantier connaît un retard et des observations ont été données pour que le délai soit respecté. En revanche, l'immeuble R+2, lui, est suffisamment avancé. Complètement achevé, l'amphi de 1000 places qui n'attend que les étudiants et leurs enseignants. C'est une satisfaction pour tout ce qui est en train de se faire. Dans 2 semaines, en tout cas, revenir voir un peu quelle est la différence du niveau d'avancement. Beaucoup d'infrastructures donc en réalisation ou en réfection à l'université de Koudougou.
Des difficultés, il n'en manque pas, mais ses premiers responsables restent confiants et rassurent qu'un changement qualitatif sera constaté d'ici la rentrée. Ce qui est important pour nous, c'était de montrer à l'opinion publique qu'il y a du travail qui se fait avec un certain nombre de difficultés. Vous avez pu constater ça et là, des difficultés techniques liées à des questions simples comme les toilettes, etc. Mais je crois que dans l'ensemble, ce qui est attendu, c'est la mise à disposition de ces infrastructures avant décembre, janvier au plus tard. Les étudiants qui n'attendent que des réponses urgentes soient apportées à leurs préoccupations sont naturellement encouragés et satisfaits de cette visite. C'est que nous les étudiants nous réclamons à tout moment les meilleures conditions de vie et d'études. Quand ils sont arrivés, ils ont su réellement qu'il y avait des problèmes. Et c'est ça que nous apprécions. Si au-delà de ça, ils arrivent à entreprendre des démarches pour résoudre ces problèmes, nous les étudiants, nous ne recherchons que ça pour pouvoir rejoindre les amphithéâtres et puis pouvoir suivre les cours normalement. Sur le plan académique, à l'université de Koudougou, selon le professeur Georges Savadogo, le calendrier est maîtrisé. La rentrée administrative est intervenue le 1er septembre et en début octobre, les étudiants vont à leur tour rejoindre les amphis. Le ministre de la Fonction publique et de la Sécurité sociale lance pour sa part le chantier de construction de l'Institut régional d'administration des Hauts-Bassins. C'est à Logofourosso, localité située à quelques encablures de Bobo-Dioulasso, que sera construit cet établissement. Sa réalisation va mettre fin au nomadisme auquel est soumis actuellement l'IRA. Siriki Milogo et Sanouan Christine Koulibaly ont signé ce reportage. Former des ressources humaines de qualité au profit de nos administrations publiques est la mission principale de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Pour mener à bien cette mission, l'ENAM a opté pour une politique de décentralisation à travers l'implantation des instituts régionaux d'administration IRA dans les 13 régions du pays. Et dans 3 mois, celui des Hauts-Bassins aura ses propres locaux. La création de ces instituts répond évidemment à la volonté du gouvernement d'accompagner et de répondre aux besoins de plus en plus importants de formation pour nos administrations publiques, notamment pour l'État, mais aussi pour les collectivités territoriales, avec et à la faveur du processus de décentralisation dans notre pays, qui a entraîné la mise en place de communes dans l'ensemble du pays, avec un besoin de plus en plus croissant en ressources humaines de qualité. Le gouvernement a voulu réaffirmer sa volonté ferme de procéder à cette déconcentration de l'ENAM de manière à répondre à ce besoin crucial en matière de formation de ressources de qualité pour nos administrations publiques, mais aussi de se rapprocher davantage des administrés. Le ministre a exhorté les entreprises chargées de l'exécution des travaux à faire preuve de professionnalisme et à veiller à la qualité des travaux. Cette construction du siège définitif de l'IRA des Hauts-Bassins permettra l'ancrage de l'institution et devrait favoriser de meilleures conditions d'études, d'où la satisfaction des responsables de l'ENAM. C'est l'IRA qui reçoit actuellement les effectifs les plus élevés. Et c'est tout à fait légitime pour nous, étant actuellement en location, sans aborder les autres aspects, c'est l'adéquation des lieux de travail même qui se posait comme problème. Donc pour nous, c'est véritablement un motif de satisfaction que l'on ait pu songer à faire sortir de la terre un bâtiment approprié à l'encadrement de ses élèves. L'IRA des Hauts-Bassins, créé en 2010, est le premier né du processus de décentralisation de l'ENAM. Puis s'en ont suivi ceux de l'Est, du plateau central et de Nord. Il est bâti sur une superficie de 5 hectares et la première phase concerne un bâtiment administratif, 5 salles de classe et bien d'autres commodités d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. L'organisation de la foire agro-pastorale des Cascades rentre dans une phase active. La manifestation se tient du 29 novembre au 1er décembre 2013 et elle permettra de mettre en exergue les potentialités économiques de la région, les produits de la région. Le comité d'organisation vient d'être installé. Momouni Barou. C'est ici, dans la cité de Pic Saint-Doux, chef-lieu de la province de la Liraba, que va se tenir la foire régionale agro-silvo-pastorale et artisanale des Cascades. Et dans le but de garantir un succès éclatant à cette foire, il a été créé un comité national et régional d'organisation fort d'une centaine de membres. Nous sommes à notre 3e foire que nous organisons. Nous avons déjà l'expérience
de Yako tout récemment et de Rio également l'année dernière. Alors on s'est dit qu'à partir de ces expériences, à partir de ce que nous avons eu à faire sur le terrain, les difficultés rencontrées, nous allons essayer de mettre tout cela à notre disposition, en tout cas profiter de tout cela pour pouvoir redonner en tout cas une autre manière de faire. Au niveau organisationnel, je pense qu'il faut attirer l'attention des différentes commissions sur l'urgence, vraiment entreprendre les tâches. Surtout au niveau de l'infrastructure. Donc je pense que chez les producteurs, le travail va se faire assez rapidement, mais l'infrastructure marchande demande à ce qu'il y ait des procédures plus accélérées. Un événement déjà pris au sérieux par les populations, car pour elles, c'est un honneur que la cité ait été choisie pour abriter une manifestation d'une telle envergure. Je pense qu'avec les hautes autorités, tout de suite nous l'avons dit, nous allons échanger et je pense qu'avec toutes les relations que nous allons mettre tout cela en branle pour vraiment débloquer les dossiers et démarrer les travaux et pour qu'on avance. L'organisation d'une telle foire ne pourra non seulement renforcer nos capacités en infrastructure moderne comme on le dit et permettre également de vendre justement nos produits au plan national comme international. Cette foire-là, on tente de s'organiser pour qui les étrangers qui vont venir, surtout les présidents de FASO. On ne doit pas s'amuser, on doit bien organiser pour que les étrangers qui vont venir là, pour qu'on puisse avoir un logement pour eux. Donc vraiment c'est pour cela que nous entendons de mettre pression pour que cet hôtel-là, pour bien terminer. La subvention pour la tenue de la 4e foire régionale prévue pour se tenir du 29 novembre au 1er décembre prochain à Saint-Doux s'élève à environ 187 millions de francs CFA. A préciser que l'organisation des foires régionales contribue à lutter contre la flambée des prix des produits alimentaires à travers la promotion de la production, de la commercialisation et de la consommation des produits. Comme annoncé en titre, nous retrouvons notre deuxième invité, le docteur Jimé Adoum, nouveau secrétaire exécutif du SILS. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va au niveau du SILS? Le SILS va très bien. Alors, malgré les efforts du SILS, les efforts des politiques, le désert progresse, la sécheresse est une menace constante, l'insécurité alimentaire plane sur nos pays. Comment vous abordez votre mission de secrétaire exécutif du SILS dans ce contexte? Bon, moi je dois commencer par dire merci au peuple du Faso, au président du Faso, aux autorités du Faso, pour m'avoir accueilli chaleureusement et me permettre de m'installer donc ici à Ouaga comme secrétaire exécutif du SILS. Déjà ça c'est la première partie et je m'en félicite du décor. La deuxième des choses, le SILS va bientôt fêter 40 ans et je vous assure qu'il est un laboratoire de haute connaissance scientifique, technique et managériale, pour ne pas aller trop dans les détails. Et ce n'est pas donné à n'importe quelle organisation intergouvernementale, étatique, régionale, d'accumuler 40 ans d'expérience. Il est vrai, tout à fait vrai que les changements climatiques qui, si vous voulez, sont là, compliquent légèrement notre existence. Mais étant donné que nous avons la haute science, nous ne manquerons pas certainement de mettre cette haute science-là au service de nos populations. De manière plus succincte, voici comment vont se passer les choses. Quels sont les défis, selon vous, qui sont les vôtres, auxquels vous devez donc trouver des solutions en tant que secrétaire exécutif? Je dois commencer par dire que dans notre espace SILS, qui fait 13 États, nous avons 128 millions de populations, d'âmes. Ces populations-là, 80% de ces populations vivent dans le monde rural et à vocation agro-silvo-pastorale de subsistance. C'est-à-dire que les gens ne produisent pas suffisamment pour manger à leur faim, moins encore transformer et créer de la richesse. À cela s'ajoute le fait que nous avons entre 300 000 et 400 000 jeunes qui vont sur le marché de l'emploi par pays. Donc tout cela fait que nous avons ces défis-là, mais nous avons aussi des potentialités, nous avons beaucoup d'opportunités. Nous avons des terres qui restent encore peu exploitées, nous avons
si vous voulez, le défi de la maîtrise de l'eau. Et nous pouvons certainement mobiliser, n'est-ce pas, créer de la synergie entre nos États et nos partenaires techniques et financiers qui sont là avec nous pour nous attaquer à transformer ce système de subsistance, c'est-à-dire c'est valable pour l'agro-sylvo-pastoral et halieutique. Oui. Donc, et plus de la moitié de ceux-là vivent en deçà du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins d'$1 US par jour. Donc nous disons, comme nous avons la haute technicité, la haute science, nous avons les partenaires techniques et financiers qui sont là avec nous. Nous avons nos États qui sont partis maintenant de 9 à 13, c'est parce que le SILS gagne. Nous disons, ok, redoublons d'efforts. La vision que nous avons en tant que secrétaire exécutif, c'est de dire, si nous considérons deux courbes, c'est-à-dire la courbe démographique qui fait qu'elle varie entre 2 à 4% par pays, par an, et la courbe économique qui est comme ça, et on prend un horizon de 10 ans seulement, vous savez, ces deux courbes-là vont dans ce sens, le fossé s'agrandit, et ce n'est pas une bonne chose. Et quelle solution vous portez pour ça? Justement, nous, le SILS, avec la haute technicité, avec ses partenaires, avec ses États, va dire, nous avons le mandat de nous occuper à 4 choses. Oui. La recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, on ajoute la nutrition. La maîtrise de l'eau, oui, n'est-ce pas? La lutte contre la désertification et puis le marché. Ça, c'est les grands axes. Nous allons dire à nos États et à nos partenaires, voici, nous, en ce qui nous concerne, ce que nous savons faire, vous avez des problèmes dans tel et tel et tel et tel domaine. C'est-à-dire les États ne sont pas tous au même niveau, si vous voulez, de problèmes. Il y a certains États qui ont, par exemple, maîtrisé l'eau. Si on va au Cap-Vert, l'eau est maîtrisée. Les producteurs, maintenant, payent, ils ont leur robinet, ils payent. C'est une très bonne chose. Donc, nous, on va vers nos États, comme nous avons redynamisé. Nous sommes en train d'abord de nous redynamiser parce que le SILS est là, il est là pour servir les pays, pour servir ces populations. Nous voulons transformer nos systèmes de production, nous allons nous attaquer résolument à tous ces problèmes que j'ai évoqués. Donc nous avons redynamisé nos CONA SILS. Nous allons maintenant donc aller dans nos États, recenser leurs problèmes majeurs, venir les mettre dans le contexte de notre programmation. Et à ce problème-là, nous allons dire, les États peuvent faire une partie, nos partenaires techniques et financiers font une partie, nos techniciens font une partie, de sorte qu'ensemble, nous avons l'obligation de créer cette synergie. Et je vous en assure, dès maintenant, je suis très heureux de rapporter qu'il y a de l'enthousiasme. Il y a les partenaires techniques et financiers avec qui j'en ai discuté suffisamment. Moi, j'ai eu l'occasion, la chance de descendre dans les bas-fonds avec le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, le ministre Mahama Zungrana, et avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons vu, nous avons discuté, et nous avons pris, si vous voulez, le pulse des producteurs. Nous avons écouté ces producteurs, et donc on va faire remonter leurs problèmes. Et je vous en assure, ne manquez pas de nous poser des questions aujourd'hui ici sur votre plateau. Justement, pour disponibiliser par exemple l'eau pour les populations, on a vu par exemple les résultats pertinents du programme de pompage solaire à travers les pays du SILS. Est-ce qu'il y a d'autres programmes pertinents comme ça, concrets, qui sont mis en œuvre en faveur des populations? Il va y avoir des programmes plus concrets, il va y avoir des programmes qui disent tout simplement à nos partenaires et à nos chefs d'État, à nos populations. C'est-à-dire ce changement climatique-là, vous avez dit au début de la discussion que le changement climatique est là, la sécheresse, et ainsi de suite. C'est-à-dire nous, moi j'ai dit à nos populations, à nos partenaires techniques et financiers, et aux techniciens du SILS qui nous écoutent, à tous nos auditeurs, le changement climatique est là, c'est une réalité. Nous allons nous adapter à vivre avec le changement climatique, devenir résilients, et à éviter la famine. Et d'ailleurs, à cause naturellement des outils que le SILS a développés, il n'y a pas, si vous voulez, de famine dans nos États parce que le cadre harmonisé qui est utilisé chaque année permet à nos États de prendre des décisions. C'est une très bonne chose. Donc, nous avons pris très bonne note des problèmes de nos pays. Nos partenaires techniques et financiers ont pris très bonne note. Ensemble, le SILS a l'obligation d'assumer ce leadership-là pour aller dans le sens de Au terme de votre premier mandat, quels sont les résultats auxquels on devrait parvenir au sein du SILS?
Bon, au minimum, le premier mandat doit nous assurer que nous avons une programmation, nous avons des objectifs bien précis, nous allons placer le dispositif là où il faut. D'ailleurs, nous allons nous entendre sur ce qu'il y a lieu de faire. Et nous allons nous assigner des responsabilités. Et moi, je dois au minimum m'assurer qu'il n'y a plus de variance entre la collecte, l'analyse et la mise à disponibilité des données au niveau des États. Et qu'il y a au minimum, tous les États doivent se sentir plus ragaillardis par la présence du SILS et leur SILS, afin qu'ils puissent nous dire exactement ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons certainement nous atteler à résoudre ces problèmes. Le SILS va fêter ses 40 ans. Oui. Est-ce que si on vous disait de regarder un bilan, de faire un bilan de ce parcours-là, qu'est-ce qu'on peut retenir comme réalisation phare qui ont consolidé par exemple les pays du SILS? Si vous allez maintenant, par rapport seulement à la prévision météorologique, si on prend l'exemple de l'agrimètre, il y a des outils sophistiqués, et d'ailleurs tout le monde reconnaît que l'agrimètre en ce moment a les outils les plus modernes qui permettent à nos États de savoir plus ou moins à une variance près qu'est-ce qui se passe au niveau des précipitations. Ça, c'est un acquis. Par rapport au problème, si vous voulez, de la sécurité alimentaire et à la gestion, si vous voulez, du céréal entre les États, et par rapport à la détermination effective des populations les plus vulnérables, le cadre harmonisé actuellement permet à nos décideurs de prendre des décisions scientifiques, basées sur les résultats scientifiques, ce qui fait qu'il n'y a pas de crise. Parce que les crises sont détectées rapidement par le cadre harmonisé. Donc ça, c'est une réalité concrète. Si vous allez dans nos États, vous allez trouver des techniciens compétents formés par le centre Agrimètre et qui sont très heureux, très fiers de vous dire « Moi, je suis le résultat du SILS » et ils sont là, des décideurs qui remontent des informations qui sont très, très influents dans leur domaine de compétences. Et puis l'INSA, n'oublions pas que l'INSA est en train effectivement de gérer la situation des semences et des pesticides, l'homologation de nos pesticides. Ça, c'est des résultats qui ne sont pas négligés. C'est extrêmement important parce que vous savez bien et bien que ça vient tous azimuts. Et nous sommes très heureux de dire que nous sommes en position de dire à nos États, faites attention, tel pesticide n'est pas régulé. Oui, naturellement, le contrôle échappe. On ne peut pas tout contrôler, mais au moins nous avons la haute science qui est mise à la disposition. Une dernière question avant de nous quitter. Le 40e anniversaire, comment vous allez le célébrer? Est-ce que ce sera l'occasion de mettre en perspective un nouveau SILS? Absolument. Nous allons le célébrer avec... Nous sommes en train de travailler un peu avec nos partenaires techniques et financiers, la FAO, l'IGAD, et ainsi de suite. Nous allons célébrer ça ici à Ouaga. Et vous serez certainement invités. Vous allez avoir l'occasion de constater que de grandes choses sont en train de se dessiner. Il va y avoir quand même suffisamment du bruit et à la démonstration de la haute science qui va être mise au service de ces populations. Merci, Dr Jimé Adoum, nouveau secrétaire exécutif du SILS. Les premiers passeports CEDEAO sont mis en circulation depuis le 21 août dernier. Ils sont destinés à remplacer progressivement tous les passeports nationaux des 15 pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce document unique est un choix des chefs d'État et de gouvernement afin de renforcer l'intégration en Afrique de l'Ouest. Touoboum, Evelyne Dabiré nous présente ce nouveau papier. Voici ce qui fera désormais office de passeport au Burkina Faso. Ce titre de voyage de type nouveau, dénommé passeport CEDEAO, est issu d'une recommandation de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en l'an 2000 à Abuja. Depuis cette date, 5 ans avaient été donnés aux États pour passer du passeport national au passeport CEDEAO. Malheureusement, la mise en œuvre a été lente dans tous les pays et c'est seulement maintenant que le Burkina vient de le mettre en circulation. Mais le passeport que les gens détiennent, c'est-à-dire le passeport que nous pouvons dire passeport simplement national, reste valable jusqu'à la date de péremption. Donc, ça va circuler concomitamment avec le passeport CEDEAO que nous venons de mettre en circulation et il reste valable jusqu'à sa date de péremption qui figure sur le document. Ce document commun aux 15 États membres vient en remplacement progressif du passeport national de chacun des États.
Il donne droit, selon un protocole de la dite communauté, à la liberté et à la facilité de circuler, au droit de résidence et d'établissement, avec bien d'autres avantages. Selon moi, je pense que ça va nous aider à circuler dans les pays membres de la CEDEAO pour ne pas avoir de problèmes encore, pour payer les 1000 francs à la frontière. Comme nous, souvent on voyage par la route, les 1000 francs, peut-être que ça va nous aider. Mais on va essayer de voir parce que à la frontière, on ne connaît pas les pays membres de la CEDEAO. Ce passeport CEDEAO permet aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO de circuler dans ces différents pays-là sans visa. Ce passeport est plus sécurisé avec des différences notables, tant sur le plan de la forme que du fond. Le titre de voyage des enfants de 0 à 15 ans, autrefois greffé à celui des parents, est dorénavant spécifié dans un passeport individuel. Si vous prenez l'ancien passeport, vous allez remarquer que juste il y a Burkina Faso sur la part de garde, là. Burkina Faso, les armoiries du Burkina, et en bas c'est écrit passeport en français et en anglais. Tandis que si vous prenez le passeport CEDEAO, vous allez voir d'abord l'inscription Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, vous avez Burkina Faso, l'armoirie du Burkina, et en bas, il y a passeport écrit en français et en anglais. Et dès que vous tournez au verso, vous avez également l'emblème de la CEDEAO. Et au niveau de la couleur également, il y a une différence. Le passeport national, vous avez une couleur carrément vert foncé, tandis que le passeport CEDEAO, la couverture, c'est du vert olive. Au niveau de l'ancien passeport, vous avez la photo et vous avez au niveau des mentions variables, disons à savoir prénom, nom de famille, date de naissance, vous avez les mêmes inscriptions. Mais vous allez remarquer qu'il y a la profession qui est mentionnée sur l'ancien passeport. Mais tandis que le nouveau passeport, dès que vous ouvrez sur la page biographique, vous allez vous rendre compte qu'il n'existe plus la profession, on a enlevé la profession. On a ajouté également des éléments de sécurité qui ne figuraient pas sur l'ancien passeport. Cette photo ne se trouvait pas sur l'ancien passeport. Également, il y a le code barre bidimensionnel qu'on a enlevé. Et sur le nouveau passeport, vous n'avez pas le code barre bidimensionnel. Donc, bon, grosso modo, c'est ce qu'on peut constater comme différence entre les deux passeports. Alors, si vous regardez pour beaucoup de pays, la profession n'apparaît plus sur le passeport. De deux, c'est pas pour autant qu'il n'apparaît pas sur le passeport que nous ne le collectons pas. Sinon, le passeport est référencé au niveau de la base de données que nous avons. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut faire un contrôle, on peut faire des vérifications par rapport à la base de données qui existe ou la profession existe. Ce qui reste inchangé, ce sont les frais et les conditions de délivrance, de même que les contrôles sécuritaires, lesquels contrôles permettent de déceler des cas de fraude. Si la migration vers le passeport CEDEAO est conforme aux normes internationales, elle a posé bien de désagréments. Bon, moi j'ai déposé dans le mois d'avril. Je ne me rappelle pas de la date fixe, mais c'est dans le mois d'avril que j'ai déposé. Mais depuis lors, je n'ai pas encore reçu. Voilà, je viens d'écouter l'appel, mais je vois qu'ils ont dépassé mon nom, mais je n'ai pas entendu mon nom. Il devait voyager avec mon patron pour des affaires, mais je n'ai pas pu voyager à cause du passeport. Le patron est parti seul, il est déjà là. Maintenant, je vais prendre le passeport pour déposer, attendre prochainement, si j'ai la chance pour voyager avec le patron encore. La direction de la sûreté, celle du contrôle de l'immigration et l'Office national, qui sont les services en charge de la production des passeports, sont à pied d'œuvre avec actuellement 600 passeports produits, signés et attribués par jour afin de résorber les dossiers en souffrance et satisfaire les demandes à venir. Depuis le jeudi 5 septembre, des moustiquaires imprégnés sont gracieusement mis à la disposition des populations. La distribution s'effectuait dans les écoles primaires et dans les centres de santé. Ce dimanche marquait la fin de l'opération dans les premières régions concernées. Le constat de Moussaki et de Nathalie Kaori.
Nous sommes au centre de santé et de promotion sociale de Dassasgo, au secteur 28 de Ouagadougou. Ici, l'équipe chargée de la distribution des moustiquaires est à pied d'œuvre pour servir la population. Mais pour entrer en possession de la moustiquaire, il y a un processus à suivre. Et quand il arrive, nous on prend le bon, on a déjà les fiches de dénombrement qui sont là, qui sont classées du 1er jour jusqu'au 6e jour. Donc dès qu'il vient avec le bon, on vérifie d'abord la date et on prend la date, le jour qui convient. On vérifie effectivement si la personne a été recensée là, si les moustiquaires correspondent sur le bon également, et on le sert en notant ici. Mais à partir de 3 moustiquaires, on diminue de 1. Non loin de là, au CSPS de Wayalguin, le constat est presque le même. En plus de la distribution des moustiquaires, les agents commis à cette tâche doivent aussi répondre aux plaintes de certaines personnes. Il y a eu beaucoup de plaintes. Beaucoup de personnes sont venues comme quoi ils n'ont pas été recensés. Il y en a qui étaient absents lors du recensement. Voilà. Donc nous leur avons donné rendez-vous le lundi. Nous allons les recenser et prendre leurs numéros, leurs contacts. Bon, quand nous allons recevoir des ordres du niveau supérieur, avec des moustiquaires, nous allons les contacter pour qu'ils viennent chercher leurs moustiquaires. Dans cette opération, les autorités sanitaires ont décidé de diminuer le nombre de moustiquaires par famille. Cette décision a été prise dans le but de permettre à l'ensemble de la population burkinabé d'avoir des moustiquaires pour se protéger contre le paludisme. La santé pour tous, les Amis du Cœur apportent leur contribution à ce projet social par des consultations gratuites. Ils offrent depuis samedi à la Maison du Peuple des consultations. Reportage signé de Eleonore Ouedraogo. Gratuitement, le docteur Babou Bazier bénéficie d'un dépistage de l'hypertension artérielle. Comme lui, de nombreuses personnes vont participer à cette campagne qui a pour thème un geste simple qui sauve, initié par l'Association des Amis du Cœur du Burkina. Une association dont la prévention des maladies cardiovasculaires constitue une priorité. Notre rôle, c'est surtout apporter beaucoup d'informations à la population, sensibiliser surtout, afin que les gens puissent vraiment prendre conscience du danger qu'ils courent en ne contrôlant pas, par exemple, la tension artérielle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension artérielle touche en effet 30% des sujets de plus de 25 ans en ville. D'où la fierté de la Société de cardiologie qui accompagne l'Association des Amis du Cœur dans son initiative. L'accompagnement est technique. Nous leur apportons des conseils en matière et des appuis au niveau de l'effectivité de leur activité si nous pouvons être d'un apport utile. C'est une affection grave et elle est chronique. Donc c'est dit qu'il faut traiter tous les jours. Il faut le savoir également, c'est une affection qui peut être silencieuse. C'est une très bonne initiative et ça va donc pousser donc les différentes populations à aller se faire dépister et surtout que c'est gratuit et c'est important pour sa santé quand nous savons combien sont donc les complications de cette retard maladie. Le dépistage gratuit de l'hypertension artérielle se déroule dans l'enceinte de la Maison du Peuple et ce jusqu'au 10 septembre prochain. L'association qui ambitionne étendre la campagne sur tout le territoire national se rendra ensuite en Bobo-Dioulasso. Le centre hospitalier régional de Waiguya reçoit une nouvelle ambulance, une deuxième qui renforce le système d'évacuation des malades de la région. C'est un don qu'a remis le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme avec l'association Europe-Afrique Unie, Christophe Ilboudo et C. Sylvestre Da. Une ambulance équipée en système d'oxygénation est offerte au centre hospitalier régional de Waiguya, l'œuvre de l'association Europe-Afrique Unie, basée en France grâce aux bons offices du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Avec ces dons, c'est un ouf de soulagement pour les malades de la région du Nord. Ils vont bénéficier d'une meilleure prise en charge lors des évacuations. Le centre hospitalier régional du Nord enregistre en moyenne 150 évacuations par an vers Ouagadougou et il était temps de renforcer son parc d'ambulances. En présentant la situation du CHR qui est très grand, une seule ambulance n'arrivait pas à satisfaire à la demande des services pour pouvoir évacuer leurs malades. Et nous avions donc, sur la base de leur appel, entrepris de prospecter pour pouvoir apporter notre contribution à la résolution de ce problème. Waiguya a une population estimée à plus d'1 million d'habitants.
De plus, le chercheur accueille des malades en provenance des provinces voisines et même au-delà du Burkina. L'acquisition de cette ambulance vient donc soulager le souci du personnel soignant de cet hôpital. La venue de cette ambulance vient à point nommé. Parce qu'en ce moment, nous n'avions qu'une seule ambulance véritablement fonctionnelle et ça vient renforcer notre capacité d'évacuation. Au cours de cette cérémonie, certaines personnes ont fait parler leur cœur dans un élan de solidarité. Mamounata Belem, ministre de l'eau, de l'aménagement hydraulique et de l'assainissement, a remis des consommables aux chercheurs de Waiguia. El Hadj Amadou Bangré a remis 1000 litres de carburant pour soutenir les évacuations. Le ministre Yacouba Bari, lui, a offert à l'Union sportive de Yatenga un lot de matériel sportif et un appui financier. Dans le nouveau découpage de la ville de Ouagadougou en 12 arrondissements et 55 secteurs, le 9e arrondissement apparaît comme le plus vaste. Il est situé dans la périphérie nord et englobe de nombreux villages intégrés désormais dans les secteurs. Jacques Lamissa Tarpaga nous guide pour la découverte de cette nouvelle circonscription. Le 9e arrondissement de la ville de Ouagadougou fait partie des plus vastes arrondissements dans le nouveau découpage. Situé dans la périphérie nord de la capitale, l'arrondissement a une superficie de plus de 37 km² avec une population d'environ 160 000 habitants. Sa limite sud est très facile, c'est pratiquement toute la bande verte. Voilà, donc c'est toute la bande verte. Vous avez ça ici, la bande verte, le chemin de fer. Voilà, donc ça constitue la limite sud de l'arrondissement 9. Alors la limite ouest, vous avez la route nationale. Donc depuis pratiquement la route nationale Ouagadougou RN2, donc Ouagadougou-Waiguia, donc juste un peu avant le poste de péage. Donc ça c'est la limite ouest. Et la limite nord, c'est cette voie non dénommée qui passe aux environs du village de Sakoula pour rejoindre la commune rurale de Pabré. Et au nord, nous avons pratiquement toute la commune rurale de Pabré. Voilà, alors donc à l'intérieur de l'arrondissement numéro 9, nous avons les secteurs 37, 38, 39 et 40. Donc ça regroupe justement les anciens villages aussi de Bissiguen, de Yagma. Bon, il y a Kambouensen qui est là et avec Sakoula. Voilà, donc c'est carrément vraiment de nouveaux quartiers. Le maire Lamoussa Constant Ouedraogo, son conseil d'arrondissement ainsi que les agents de la mairie sont en location dans ce bâtiment sur la route de Kambouessé. Au début, l'installation n'a pas été facile. Il fallait trouver un local et mettre en place les différents services. Ce siège a été trouvé grâce aux autorités communales. Nous sommes en location au secteur 39. Et ensuite, il a fallu que les autorités communales mettent à notre disposition du personnel pour que petit à petit, nous essayons d'asseoir les services. Comme toutes ces nouvelles entités issues du redécoupage de Ouagadougou, le 9e arrondissement est appelé à relever de nombreux défis dans l'objectif d'améliorer le bien-être des populations. Et le maire en prend toute la mesure. On a besoin d'aménagement, surtout en matière d'infrastructures routières. Il y a des problèmes de voies. Il y a aussi des infrastructures sociales, surtout les équipements collectifs. On a besoin encore et surtout d'écoles. On a besoin de centres de santé. Nous avons les villages qui étaient rattachés à Ouagadougou, donc qui sont devenus des secteurs. Il faut développer une culture citadine. Ici également, les populations ont du mal à se repérer. Rares sont ceux qui peuvent dire exactement où ils résident. Et les attentes sont nombreuses vis-à-vis du nouveau conseil d'arrondissement. Tout préallement, on ne connaît pas les secteurs, mais c'est l'arrondissement 9. On est, voilà, actuellement là, en soupe. Si c'est tard, en vouloir rentrer, c'est dur. Voilà, donc vraiment, je souhaite qu'ils essaient de voir vers ce côté, de mettre des lampadaires. Les réponses à ces préoccupations se trouvent dans une grande ambition affichée par le maire. Faire du 9e arrondissement de Ouagadougou un arrondissement vert. Notre arrondissement étant à la périphérie, et la plupart des gens vivent des ressources naturelles. Et comment valoriser ces ressources naturelles, comment développer tout en préservant les ressources naturelles. Voilà un peu l'idée.
Et l'idée consiste à voir dans quelle mesure nous pouvons créer, par exemple, des emplois verts. Toute cette philosophie, pour être réalisée, doit d'abord intégrer la politique générale de développement de la commune de Ouagadougou, reconnaît Constant Ouedraogo. En attendant, il appelle à la patience et à la compréhension des populations. Chaque chose se fera en son temps. Culture à présent, François Ier est un styliste modéliste originaire du Burkina Faso dont les talents sont reconnus au-delà de nos frontières. Le styliste fait la navette entre Paris et Ouagadougou et à travers ses créations, son talent et son savoir-faire reconnus sont au service de toutes les nationalités à travers le monde. En visite de travail au Burkina, une de nos équipes s'est rendue dans son atelier pour en savoir plus sur sa méthode de travail. Reportage signé Ramatou Zida. Création, défilés, conférences et voyages rythment sa vie et pour lui, la mode n'a plus de secret. Lui, c'est François Yameogo, plus connu sous le nom de François Ier. Styliste modéliste reconnu au Burkina et au-delà des frontières africaines, l'homme porte haut le drapeau de la mode burkinabé et africaine. Désireux de partager ses connaissances, François se trouve du temps pour dispenser des cours de couture chez lui au Faso, en Angola, au Rwanda, au Burundi et à l'université Marne-la-Vallée de Paris. J'ai commencé la couture au niveau Abidjan. D'après Abidjan, j'ai été au Sénégal. Du Sénégal, j'ai été à Paris et j'ai fait des écoles de modélistes, stylistes. Et j'ai travaillé dans des sociétés. Et j'ai pris des responsabilités et j'ai créé ma marque en 92, François Ier, depuis Paris. Et en 2004, j'ai essayé de créer les structures à Ouagadougou ici et qui a commencé à prendre forme en 2007 et jusqu'aujourd'hui, ça fait que progresser. Très attaché à la préservation de l'environnement, le styliste a opté pour l'utilisation du coton bio dans la confection des tenues. En France, j'utilise d'autres matériaux. C'est la société française qui le demande pour mon existence. Mais au Burkina Faso, j'ai mis un concept au pied. J'ai fait un concept qu'on appelle la mode ethnique contemporaine, une mode de diversité, une mode qui va un peu avec qu'on peut exporter, mais à base du coton bio du Burkina Faso, tissé au Burkina, cultivé au Burkina et tissé par les femmes burkinabées et teint au Burkina Faso pour un développement durable. Il est optimiste quant à l'avenir de la mode africaine et le marché de la friperie ne le fait pas fléchir. La mode africaine a son avenir à condition si les créateurs prennent leur destin en main. Mais on ne peut pas interdire la friperie parce que nous faisons partie d'un marché ouvert où c'est l'OMC. Les gens ont le droit de s'installer ici, ils ont le droit de travailler. Et c'est à nous de s'organiser, donc c'est aux créateurs dès maintenant de s'organiser et de faire du bon travail. Pour la qualité de son travail, il a reçu plusieurs distinctions dont la dernière fait de lui l'homme du mois à Mina. L'ambassadeur du Faso d'Anfani n'a pas fini de surprendre. Il a beaucoup de projets, mais avant, il préfère garder le sourire. Catholiques et protestants étaient en prière ensemble à l'appel de l'Union des Églises de Dieu en Christ. Une prière pour le Burkina et pour lever tous les obstacles à l'émergence de ce pays. Bouma Ernest Nebié et Maxime Zongo ont assisté à ce rendez-vous œcuménique. Ils étaient nombreux, les fidèles chrétiens ayant pris part à cette soirée de prière organisée par l'Union des Églises de Dieu en Christ UCOJIC. Chants, danses et discours ont ponctué cette cérémonie religieuse. Ce qui nous a motivés à prier pour la nation, la Bible dit de prier pour la nation ou les personnes élevées dans le pays. Donc c'est une institution biblique. Et nous savons que notre pays n'est pas pauvre comme les gens le disent. Nous sommes riches sur tous les plans. Et nous prions d'abord pour la cohésion nationale, qui est la paix. Nous allons prier pour notre saison. Nous allons prier pour la jeunesse. Nous allons prier pour tout le monde. Et prier afin que toutes ces richesses qui sont faites sur la terre puissent jaillir pour le bonheur de tous les Burkinabés. L'UCOJIC est une union d'églises virtuelles interdénominationnelles créée en avril dernier au Burkina. La présente soirée de prière marque le début d'une série d'activités
que l'Union entend mener afin d'atteindre ses objectifs. Des objectifs qui se résument à la promotion de l'unité du corps de Christ et à la prière pour le réveil et l'enseignement apostolique au Burkina. Une autre initiative pour la paix, celle de la musicienne Toussi qui fait la promotion de son maxi pour la paix. Cette tournée s'inscrit dans l'action d'une campagne initiée par l'association Culture pour la paix, une association créée après la crise de 2011. De Bobo Dioulasso, le reportage de Amadou Lougué et de Moumouni Barou. Toussi en plein concert live au théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso. Nous sommes à la soirée dédicace du 3e album de celle qu'on appelle à l'état civil, Toussiane Zinsoure. C'est un album de 4 titres qui a été présenté au public. Le message évoqué par l'artiste est un message de paix. Nous, on demande aux gens de cultiver cette paix-là en soi parce que c'est très important. Sans la paix, il n'y a aucune possibilité de développement humain. Sans la paix, il n'y a aucune possibilité de développement personnel. C'est pourquoi donc nous encourageons cette association qui est multiconfessionnelle. La dédicace de cet opus intitulé Maxi la paix entre dans le cadre d'une tournée entreprise par l'association Culture pour la paix, une association composée d'artistes musiciens issus de différentes confessions religieuses du Burkina Faso. Association Culture pour la paix parce que vu ce que nous avons vécu en 2011, je me suis dit certainement ça ne manquera pas cette histoire de guerre interreligieuse. Donc on s'est dit qu'ensemble et en faisant passer les messages, on pourrait arriver à apporter notre petite contribution. Ce groupe nous donne en miniature ce que devrait être en plus grand notre société, une société où on est capable de vivre ensemble, de confessions différentes, d'ethnies différentes, mais nous nous donnons la main pour bâtir la paix parce que nous savons qu'en dehors de la paix, rien ne peut se construire. L'association Culture pour la paix est créée après la crise sociopolitique de 2011, une crise qui a beaucoup fragilisé la paix au Burkina Faso. L'objectif de l'association, promouvoir et s'aimer partout les germes de la paix à travers la musique. Bobo Dioulasso est la 3e étape de cette tournée après Ouagadougou et Koudougou. Ces artistes ont l'ambition d'aller dans les 4 coins du Burkina Faso pour porter les mêmes messages d'amour et de paix entre les hommes. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.